Messieurs et mesdames, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Vous suivez ces programmes à travers nos 7 télévisions partenaires. Le forum d'aujourd'hui se tient dans les plateaux de la télévision Gaskia du Zander et porte sur le thème Importance de la consultation prénatale sur la santé de la mère et du futur bébé. La consultation prénatale est un acte médical préventif permettant de dépister et de traiter d'éventuelles complications au cours de la grossesse. Elle permet en plus de dicter la voie d'accouchement. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé recommande 8 visites prénatales au moins et 8 contacts tout au long de la grossesse. Toutefois, beaucoup reste à faire en matière de sensibilisation sur l'importance de la CPN. La proportion des femmes ayant effectué au moins 4 visites prénatales était de 33% au Niger selon EDSN Mix 2012. Quelles sont les normes et procédures pour la surveillance prénatale au Niger? Quels sont les objectifs de la CPN? Quand faut-il consulter? Quelle est la place de la CPN dans la prévention de la mortalité maternelle ou néonatale? Quels sont les défis liés à la CPN au Niger? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau Dr Lankonde Salifou Zelika, gynécologue obstétricienne au Centre de santé mère-enfant de Zender. Docteur, bonjour. Madame Sadek Nanahawa, sage-femme à la Caisse nationale de sécurité sociale de Zender. Bonjour. Bonjour. Et Madame Nassur Zainab, jeune femme, jeune maman au foyer. Bonjour. Bonjour. Et moi-même Zara Boukar à la présentation. Nous allons commencer par vous, docteur Zelika. Quelles sont les normes au Niger en matière de consultation prénatale? Une grossesse et une naissance devraient être un événement heureux. Mais malheureusement, souvent, ça se termine par un drame. Donc, pour cela, aujourd'hui, une femme court au cours de la grossesse ou au cours de la naissance, peut donc se retrouver devant une tragédie parce que cela peut être lié aussi donc à un manque ou à une insuffisance de surveillance donc au cours de la grossesse. Pour parler de consultation suivi prénatal, il faut donc revenir dans l'historique. C'est important donc de connaître l'historique. Donc c'est depuis le XXe siècle et cela c'était en Occident où avec le taux de décès maternel qui était élevé, il a été instauré donc une surveillance de la grossesse. En ce moment, c'était de 3 surveillances au cours de la grossesse. La première consultation, c'était à la fin du premier trimestre. La deuxième consultation à la fin du deuxième trimestre. Et la troisième consultation au troisième trimestre, donc au 9e mois. Cela pendant des années. Et comme on est à la recherche de l'amélioration donc, de la qualité des soins, les gens se sont rendus compte que jusque-là, on n'avait pas encore atteint donc, le défi de donner naissance et de ne pas perdre la vie en donnant naissance. Donc, dans les années 70, on a repris donc, le système en essayant donc, de mettre l'accent sur les risques. Sur les risques, et donc de 3 consultations prénatales, on était passé à 4 consultations prénatales. Les risques, c'est quoi? C'était d'évaluer pour voir quelles sont les femmes qui étaient à risque. Et cela aussi amenait toujours le taux de décès maternel qui était élevé parce qu'on ne peut pas prédire de quelle femme est à risque et que la grossesse va avoir une issue favorable. Parce que des femmes qui étaient classées dans des femmes à haut risque avaient accouché sans difficulté et des femmes qui étaient classées, des femmes sans difficulté, sans problème, sans risque, avaient donc terminé par des complications qui se soldaient par des décès. Donc il fallait encore donc revoir. Donc on a changé encore, la stratégie a été changée. On n'est plus donc à revoir donc les risques, mais on est arrivé maintenant à se dire il faut mettre l'accent sur la femme elle-même, l'enseigner, l'éduquer à connaître les signes de danger et par rapport à ces signes de danger, l'amener donc à consulter très tôt dès qu'elle voit ces signes de danger. Et là, on a vu qu'avec ça, les résultats commencent à être favorables. Et donc, de 3 consultations prénatales,
on est arrivé donc à la consultation prénatale recentrée dans les années donc 88 et on est arrivé à la consultation prénatale recentrée, donc c'était 4 consultations. Et par la suite, on est actuellement arrivé, nous sommes au stade donc de 8 contacts. Nous sommes au stade de 8 contacts, nous sommes au stade donc de suivi prénatal, 8 contacts. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas assez suffisant les 4? Selon l'objectif de l'OMS, l'OMS dit qu'aujourd'hui, pour une femme qui a une grossesse, la grossesse doit être surveillée. Et au cours de la surveillance, ça permet de détecter les risques et aussi donc de prévenir et aussi de pouvoir prendre en charge certaines pathologies qui peuvent être antérieures à la grossesse et s'aggraver au cours de la grossesse et aussi amener donc les femmes à faire donc la promotion de la santé et la promotion de l'éducation. Voilà, donc c'est un peu ça donc les premiers objectifs. On va revenir vers vous, Madame Hawa. Quand faut-il commencer la CPN? Comment se fait le premier contact? Le premier contact doit être fait à partir de 12 semaines de la grossesse. 12 semaines aux environs de 2 mois et demi de la grossesse, le premier contact. Donc, pour le deuxième contact, ça devrait être fait à partir de 20 à 26 semaines d'aménorrhée. Donc, 4 mois, 5 mois et demi de la grossesse, le deuxième contact, au deuxième trimestre de la grossesse. Donc, le troisième contact doit être fait 30 semaines, qui équivaut à 7 mois et 6 mois et demi. Donc, 34 semaines qui équivaut à 7 mois et demi, 38 semaines qui équivaut à 8 mois de grossesse et 40 semaines jusqu'à 41e semaine de la grossesse. C'est comme ça. Parce que dès que la femme se sent en aménorrhée, elle devait venir en consultation pour qu'on puisse faire l'échographie. C'est ça qui doit d'abord confirmer l'existence de la grossesse. Il faut qu'on sache d'abord, parce que ce n'est pas tout aménorrhée qui est égal à une grossesse. Tu peux être en aménorrhée de 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire plus. Tu viens jusqu'à faire des CPN en brousse ou quelque chose. Tu viens jusqu'à venir faire l'accouchement ou quelque chose. Tu viens te faire consulter, on fait l'échographie, ce n'est pas une grossesse. C'est un kyste ou un myome qui est là, qui a grandi, qui est là. Donc, dès l'absence des règles, la femme doit faire l'échographie. C'est ça qui va nous confirmer l'existence de la grossesse. Et en ce temps-là, on va faire le calcul en fonction de la date de dernière règle. Parce que toute femme doit savoir sa date de dernière règle. Ça doit être évident. Date de dernière règle, toute femme doit connaître ça. Donc, en fonction de la date de dernière règle, on peut avoir la date à laquelle la femme va commencer sa consultation prénatale, le premier contact. Alors, c'est pas comment se fait la prise de carnet. Est-ce que c'est à partir de la 12e semaine, comme vous l'avez dit? Oui, c'est à partir de la 12e semaine, le premier contact. Dès le premier contact, on offre le carnet de santé. On donne les examens, on donne l'échographie, on donne l'ordonnance pour le soin préventif. On demande aussi à la femme d'amener son ancien carnet pour voir la vaccination. Vaccin antitétanique. Toute femme doit recevoir ça. Ancien carnet si elle a déjà accouché ou bien? Si elle a déjà accouché. Et si elle n'a pas accouché, alors comment? Si elle n'a pas accouché, donc c'est le premier contact. Donc dès le premier contact, elle doit recevoir la première dose. Quelle est l'importance de ces carnets-là? Le carnet. Donc c'est un carnet de soins de santé pour la mère et pour l'enfant. Donc après la consultation prénatale, c'est le suivi du nourrisson, suivi de l'enfant. Donc c'est avec le même carnet que l'enfant doit recevoir les vaccinations pour le suivi. Et en même temps, la maman aussi, c'est dans le même carnet que la vaccination, le VAT, doit être mentionné dans le carnet. Ouais. Alors merci. Madame Nassir Zainab, vous êtes une femme au foyer ayant accouché récemment. Comment vous avez vécu votre grossesse? Alors merci beaucoup à Studio Kalangu, partenaire, également à Gaskia TV pour l'invitation. Justement, je suis une jeune femme qui a accouché récemment et ça s'est bien passé, je vais dire. J'ai vraiment vécu la grossesse sans difficulté, on va dire, ou bien sans grande difficulté. Parce que en amont, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des informations sur l'importance de la consultation prénatale. Donc, j'ai vraiment vécu la grossesse
normalement, on va dire. Oui. Quand est-ce que vous l'avez commencé? À la 12e semaine, comme la sage-femme l'a dit? Un peu plus tôt, parce que moi, à l'absence des règles, je me suis dit peut-être que j'étais enceinte parce que déjà je n'avais pas des signes qui vont me permettre, c'est seulement l'absence de règles. Donc je me suis précipitée pour aller faire l'échographie avant même d'aller au centre de santé. Et l'échographie a effectivement confirmé que j'étais enceinte. Donc je me suis dit voilà, je vais me rendre au centre avec l'échographie déjà pour aller leur apporter les papiers et voir maintenant comment on va commencer le contact. Et comme je disais, c'était un peu très tôt. Justement, ils m'ont dit, bon voilà, je pense que c'était la 10e ou la 8e semaine. Ils m'ont dit, il faut la 12e semaine, il faut repartir. Vous revenez à la 12e semaine parce que l'échographie ne représente aucun risque, il n'y a pas de souci. Donc c'est à partir de la 12e semaine que vous devrez revenir pour commencer les consultations. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué tout au long de la consultation prénatale? Tout au long de la consultation, ce qui m'a le plus marqué, au fait, c'est des choses. D'abord, dans le centre que je fréquentais, les sages-femmes étaient vraiment assidues. C'était étonnant pour moi, parce qu'il y a beaucoup de centres de santé, excusez-moi, au Niger, qui ne sont pas aussi assidus, les agents de santé, et qu'il y a des comportements vis-à-vis des femmes, des patients qui ne sont pas bien. Mais moi, les centres que je fréquentais, les sages-femmes étaient vraiment assidues. Elles venaient avant 8 heures. Il faudrait venir, les femmes aussi enceintes, très tôt le matin pour recevoir les consultations. La deuxième des choses, c'est que avant, si c'est les premiers contacts, il y a des sensibilisations et des conseils qui sont donnés aux femmes enceintes. On les prend à part. C'est le premier contact, c'est la première fois que vous venez. Alors, on va vous prendre à part. D'abord, vous parler. Vous dire, voilà l'importance de la CPN, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Avant même que vous partez pour recevoir les sages-femmes, de voir une sage-femme pour commencer les consultations. Ça m'a vraiment marqué. C'était bien et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des femmes qui c'est la première fois qu'elles sont enceintes et qu'elles ne disposent pas des informations. C'est assez important pour elles d'avoir ces informations en amont déjà, avant même d'aller voir une sage-femme. Oui, c'est ça. Docteur, nous allons revenir vers vous. Quelles sont les activités préventives que vous faites pendant le suivi de la grossesse? Le suivi prénatal, ce sont des soins qui sont dispensés par les professionnels de santé. Voilà, donc dans le but de garantir à ces femmes-là et ces adolescentes-là qui sont enceintes d'avoir donc un bébé en bonne santé et elles-mêmes donc d'être en bonne santé. C'est le but de garantir une meilleure santé. Et donc pour cela, il y a des activités qui sont menées, puisque il y a des activités, comme je vous ai dit, de détecter d'abord les signes donc, de danger, donc de faire de la prévention. C'est pour cela que le premier contact très tôt permet déjà de voir sur quel terrain la grossesse est en train d'évoluer. Quel terrain la grossesse, parce que nous avons certaines patientes qui déjà ont des pathologies préexistantes à la grossesse et qui peuvent être aggravées donc, au cours de la grossesse. Donc le premier contact, un bilan est fait qui permet donc de voir le terrain sur lequel la grossesse évolue. Et toujours au cours donc, de ce premier contact, les activités de prévention, vous avez vu la vaccination antitétanique qui est faite. Et cette vaccination, normalement, elle commence depuis chez toutes les femmes en âge de procréer. Mais souvent, ce n'est pas fait. Donc c'est au cours de ce premier contact, dès que le contact est fait, la vaccination, elle est faite. De quoi? Certaines pathologies, comme les maladies du tube neural, qui peuvent nous amener ce qu'on appelle les spina bifida, ou bien dans les hydrocéphalies, les enfants qu'on dit à grosse tête. C'est la prévention avec la prise donc, de l'acide folique, qui devrait se faire aussi en préconceptionnel. Donc souvent, ce n'est pas fait. Et donc, c'est pour cela que le premier contact se fait normalement au plus tard à 12 semaines. Avant, on aimerait que dès que la femme a une notion donc d'absence de règles,
qu'elles viennent consulter. Parce que le tube neural, la formation est terminée vers 12 semaines. Et donc, quand elles viennent très tôt, on pourra peut-être le rattraper en lui donnant donc l'acide folique. Toujours dans la prévention, il y a aussi donc l'anémie. L'anémie qui est l'une des causes qui entraîne des décès donc maternels et néonatals. Certaines femmes ont déjà peut-être une carence nutritionnelle parce qu'elles n'ont pas de notion sur quels sont les aliments à prendre, qu'il faut manger. Donc déjà, il y a une carence nutritionnelle qui est là. Avec la grossesse, ça risque de s'aggraver. Donc pendant le suivi, dès que la femme commence à sentir les mouvements actifs, on la déparasite, on fait un déparasitage et on la met sous le fer comprimé. Et déjà, les conseils sont donnés sur le plan nutritionnel. Quels sont les aliments qu'elle doit déjà consommer? Nous avons vu, nous avons apporté de nos mains les feuilles de baobab, le moringa, le haricot. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour ça. C'est à portée de main. Donc, déjà, tous ces conseils, on les donne. Et aussi, il y a certaines habitudes alimentaires que les femmes adoptent qui n'est pas conseillé, notamment la géophagie. Elles prennent le kaolin. Et là aussi, ça aggrave l'anémie, puisque ça entraîne des difficultés de résorption du fer. Et donc, toutes ces informations les sont données au cours du suivi prénatal. Voilà. Et aussi, dormir sous les moustiquaires imprégné d'insecticides à longue durée d'action. Nettoyer autour, ça c'est la promotion, nettoyer autour des maisons pour éviter l'eau stagnante qui va entraîner les gîtes larvaires, qui vont entraîner donc la survenue de ces moustiques-là. Et aussi, dès qu'elle a les mouvements actifs, pour la prévention aussi du paludisme, parce que nous avons vu que le paludisme aussi est un élément qui entraîne donc non seulement l'anémie et aussi beaucoup de décès, des accouchements prématurés, des avortements tardifs et tout. Donc, la prévention aussi par la sulfadoxine pyrimétamine, dès que la femme commence à avoir les mouvements actifs, chaque mois. Ça veut dire quand elle prend ces 3 comprimés en prise unique, 4 semaines plus tard, elle va encore prendre. Et cela jusqu'à l'accouchement. Parce que jusque-là, les gens ne comprennent pas. Souvent, les gens pensent que c'est juste les 3 prises. Alors que non, les nouvelles recommandations OMS disent, depuis que la femme sent les mouvements actifs, que dès qu'elle commence, chaque 4 semaines, elle doit le prendre jusqu'à l'accouchement. Voilà, donc quelques éléments. Et aussi, et toujours dans la prévention, dans le bilan, on peut avoir des femmes qui ont le massif falciparum et le test des mères qui est positif. Cela veut dire qu'il y a un terrain, soit c'est un trait drépanocytaire, soit c'est une drépanocytaire même. Et donc, ça aussi, il y a de la prévention dans la prise en charge, dans le suivi. Parce que c'est un suivi particulier. Et donc, tout cela, c'est au cours de ce suivi-là qu'on peut pouvoir donc les aider donc pour le suivi, pour faire la prévention de ces maladies-là. Alors, docteur, vous êtes gynécologue au Centre Mère-Enfant des Zender. Parlez-nous un peu du cas des Zender. Comment vous appréciez la situation? Au niveau du Centre Mère-Enfant, il faut se dire que le Centre Mère-Enfant de Zender, c'est le centre de référence régional en matière de gynécologie obstétrique. Donc, en principe, devrait arriver au centre que les cas, comme on peut dire, compliqués, en principe. Voilà. Mais à cause de la proximité géographique du centre, donc tous les femmes qui résident dans les quartiers ou tout autour donc, du centre viennent au niveau du centre pour donc, le suivi prénatal. Ce qui fait qu'on se retrouve donc avec beaucoup de femmes qui viennent pour le suivi prénatal. Par rapport à Zender, bon, nous recevons beaucoup de femmes qui viennent parce que en périphérie, il y a eu souvent des petits soucis. Soit elles ne sont pas, elles sont allées, elles ont juste fait peut-être une seule consultation, juste pour avoir le carnet. Juste pour avoir le carnet, parce que il faudra que nous sensibilisons nos soeurs, nos filles, nos tantes et aussi les maris
pour l'importance donc du suivi prénatal. Souvent, elles partent juste pour avoir le carnet. Alors que quand tu prends seulement le carnet, souvent elles partent très tard. On a dit que la première consultation, c'est pour voir le terrain sur lequel la grossesse va évoluer. Elles ne viennent pas à temps, elles viennent plus tard. Donc les complications se sont déjà installées. Et donc, quand elles arrivent, ce n'est pas facile. Alors que le suivi prénatal, c'est de pouvoir garantir la santé de la mère et de l'enfant. Nous, c'est la mère et l'enfant, pas seulement la maman. C'est les deux, c'est le couple. Donc, c'est pas facile parce que beaucoup de patientes qui arrivent, souvent quand tu prends le carnet, et quand tu prends le carnet, il y a beaucoup d'insuffisance. Il y a beaucoup d'insuffisance. Selon vous, pourquoi elles sont réticentes? Qu'est-ce qui bloque? Je pense d'abord que peut-être qu'il y a l'information, la communication. La communication. Et il faut qu'on fasse beaucoup d'offensives pour expliquer aux femmes, expliquer aux maris l'importance de la consulte, du suivi prénatal. Tu vas voir des patientes à qui on a donné le bilan, mais elles n'ont pas fait le bilan parce qu'elles laissent des mois plus tard pour faire le bilan. Alors que le bilan, c'était déjà pour voir sur quel terrain évoluait la grossesse et pouvoir anticiper. Mais comme on ne leur a pas expliqué, on leur donne souvent juste sans expliquer. La communication est importante. Je reviens encore sur la communication, parce que la communication est importante. Ça fait partie même des objectifs aujourd'hui. Donner des soins aussi respectueux. Parce que les femmes, quand elles viennent, il faut qu'on respecte leur dignité. Dans les structures sanitaires, on doit respecter leur dignité. On doit respecter la culture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que certaines femmes souvent se plaignent de nous, les agents de santé. Elles se plaignent de nous. C'est l'occasion pour nous de changer nos comportements. Beaucoup se plaignent de nous, surtout de notre accueil. Elles se plaignent de notre accueil. Vraiment, c'est l'occasion de le dire, parce que c'est nous. Elles se plaignent de l'accueil, elles se plaignent aussi souvent du temps mis pour avoir donc ces consultations. Parce que souvent, quand elles viennent, elles attendent longtemps avant donc de pouvoir avoir accès donc à ces consultations. Et souvent, elles se plaignent aussi de notre comportement. Voilà, donc c'est l'occasion qu'on change de comportement envers ces femmes. Parce que si on veut les amener, si on veut les aider, il faut que nous soyons accueillants. Il faut que nous soyons accueillants. Il faut que quand elles viennent, qu'on respecte leur dignité. Merci docteur. On reviendra sur comment faire pour changer la tendance. En attendant, Madame Hawa, comment vous gérez les cas des femmes qui ne viennent jamais en consultation prénatale? Donc, pour ces genres de cas, madame, donc, il y a les relais communautaires, il y a les écoles de mari. Donc, c'est ça vraiment qu'on devrait un peu avantager. Parce que la plupart de ces femmes, aucune femme ne veut prendre une grossesse et rester comme ça jusqu'à l'accouchement. Elle sait qu'elle court un risque, des risques même. Aucune femme ne veut ça. Donc la plupart de ces femmes, on les reçoit par exemple au moment de l'échographie. Il y a des femmes qui, en l'absence de règles, elles viennent pour confirmer au moins la grossesse. Donc au moment de l'échographie, on reçoit ce genre de femmes. Et on leur explique que madame, vous avez tel nombre de mois de grossesse. Donc à telle semaine, vous avez tel nombre de semaines. À telle semaine, il faut essayer de commencer avec la consultation prénatale. Et en ce temps-là, beaucoup de femmes vont vous dire que madame, moi, je n'ai pas les moyens. Ou bien madame, moi, c'est mon mari qui m'empêche d'aller. Moi, c'est mon mari qui dit ça là. Ou bien moi, quand on me donne, même la fois passée, ou bien quand tu demandes à une femme, tu vérifies le carnet, elle a fait une seule consultation. Et maintenant, elle est venue pour une deuxième grossesse. Tu vérifies, elle n'a même pas fait les examens, l'échographie, elle n'a rien fait. Tu demandes à la femme, elle va te dire que c'est mon mari qui ne m'a pas donné l'argent. Et moi, je n'ai rien pour pouvoir faire les examens et autres. Raison pour laquelle je ne suis plus revenue. Donc, vraiment, avec ce genre de cas, avec les écoles de mari, maintenant, il y a du mieux, vraiment. La réticence, là, maintenant, ça a tendance à diminuer. Vraiment. Ça a tendance à diminuer. Et c'est comme avec ce qu'a dit Dr Zelika, concernant les femmes aussi à notre comportement, surtout l'accueil. Les agents de santé. Les agents de santé, surtout l'accueil. Parce que l'accueil, on dit que l'accueil guérit
à combien pour cent, docteur, 80 combien pour cent le malade. Donc toute femme qui vient, il faut d'abord essayer de créer un climat de confiance entre toi et la cliente. Elle vient, elle a des trucs à faire, elle a laissé, elle est venue vers toi. Tu sais que pour rien du tout, elle ne va pas venir vers toi, elle a un problème. Donc il faut essayer de créer un climat de confiance entre toi et la cliente. Et tu installes là, la femme, elle ne va jamais, tant qu'il y a une confiance qui a été créée entre vous, Inch'Allah, tu verras que même si elle n'a pas tendance à venir, prochainement tu vas la voir, elle va revenir. Même si elle a quelque chose au fond d'elle, mais elle va revenir. Et elle va essayer encore de ramener son mari à la raison. C'est comme ça vraiment, nous à notre niveau, c'est comme ça qu'on fait pour les femmes. On essaie de le voir. Et aussi, il y a des femmes qui n'ont pas les moyens. Comme là où je travaille, c'est une structure parapublique. Donc, on a un service social qui est là. Donc, on réfère les femmes au niveau des services sociaux pour les aides, concernant l'échographie, concernant les examens et autres. Vraiment. Alors, Madame Zainab, que pensez-vous de l'impact du mauvais accueil des femmes sur la consultation prénatale? Il y a des femmes qui se plaignent. Justement, tout à l'heure, je l'ai évoqué quand je parlais du centre que j'ai fréquenté, que j'ai eu la chance de fréquenter, qu'il y a effectivement d'autres centres qui vraiment, justement, il y a ces mauvais accueils-là. Et ça fait en sorte que les femmes vraiment sont réticentes vis-à-vis du centre et même des agents de santé. Et on est toutes convaincues que c'est très important et c'est capital pour les femmes de venir au centre pour les consultations prénatales. Alors, on peut déjà imaginer ce qui peut vraiment arriver à ces femmes-là si ces mauvais accueils fait en sorte qu'elles ne viennent pas au centre pour les consultations prénatales. Ce sont des problèmes qui vont se créer et que, qu'on le veuille ou pas, elles vont encore revenir vers ce même agent de santé et que si vraiment il y a des complications, il y a des risques qui sont là, c'est encore ces mêmes agents de santé qui vont prendre en charge la patiente. Et comme le disent les Hausa, ça ce n'est pas bien. Donc mieux vaut dès au départ qu'il y ait un bon accueil et que la femme se sente en confiance pour vraiment faire ces consultations bien et normalement comme il le faut pour éviter ces genres de problèmes et pour faire en sorte que les femmes, parce que justement, comme l'a dit le docteur, si vraiment la femme comprend l'importance des consultations, elle va tout faire par tous les moyens de convaincre son mari, même si c'est le mari qui empêche, pour le convaincre que voilà l'importance, parce que le mari lui-même, il a besoin des enfants en bonne santé, il a besoin de sa femme. Ça veut dire que si elle peut vraiment avoir ce climat-là pour lui expliquer, voilà, l'importance de la consultation prénatale et qu'il arrive à accepter à ce qu'elle fréquente les centres pour cela, ça va éviter beaucoup de choses et ça va être bien pour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez une expérience à partager avec nous ou bien, je ne sais pas, un conseil pour inciter les femmes à venir se faire consulter? Vous savez, moi, j'ai de la chance de travailler avec beaucoup de partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé et de la reproduction. Et comme je le disais tantôt, j'ai eu des informations bien avant ma grossesse, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes. Parce que Dr Zelika a parlé de cette question d'information. Les femmes n'ont pas d'information le plus souvent sur cette importance de la CPN. Et au cours de nos activités, on a tendance à se rendre même au centre de santé pour soit faire des sensibilisations ou bien rencontrer des femmes qui viennent pour les CPN ou bien les consultations postnatales, afin aussi de les inciter à vraiment continuer pour ne pas laisser au court chemin. Donc, il y a beaucoup d'expériences. On a eu à rencontrer des femmes qui, elles ont perdu leur bébé tout simplement parce que elles sont atteintes du paludisme. Elles ne dorment pas sous les moustiquaires imprégnés. Moi, je l'ai vu. C'était un avortement. Et on lui a dit c'est vraiment parce que voilà, elle est atteinte du paludisme. Et même au moment où le docteur l'a consultée, elle était souffrante, elle avait vraiment encore en ce moment-là le paludisme.
vous voyez, le paludisme, on peut voir ça comme étant une maladie habituelle. Qu'on néglige. Oui, qu'on néglige. Ouais. Alors que ça peut vraiment être catastrophique pour une femme, très fatal, pour une femme enceinte et pour son bébé. Et ça, si vraiment on essaie de sensibiliser les gens, on essaie de montrer l'importance des choses à ces femmes-là, ça peut faire en sorte vraiment qu'on sauve des vies, parce que effectivement il s'agit de la santé de la mère et aussi de l'enfant. Ouais. C'est les deux qu'il faut, qui sont les priorités. Et voilà. Oui, très important. Docteur, nous allons revenir vers vous. Quels sont les risques en cas d'accouchement sans CPN? Surtout vous qui recevez les femmes des zones reculées là. Merci pour la question, parce que c'est vraiment une question très pertinente. Aujourd'hui, une femme qui ne fait pas de suivi prénatal, c'est la catastrophe. Je peux dire la catastrophe puisque tout peut arriver. Tout peut arriver. Le plus souvent, nous avons beaucoup de femmes, non seulement les décès maternels, quand on fait les outils des décès maternels, quand on vérifie le plus souvent, vous allez voir, c'est des femmes souvent qui n'ont pas fait de suivi prénatal, ou bien qui ont fait un mauvais suivi prénatal, ou bien une insuffisance dans le suivi prénatal, parce qu'une seule consultation, ou bien et ça vient aussi, nous, les agents de santé, parce que quand la femme vient pour le suivi, il ne suffit pas seulement qu'elle vienne, qu'on lui remette un carnet, il faut faire des constatations de qualité. Il faut faire des constatations de qualité. Il faut savoir détecter à temps, parce que vous lui avez donné l'information sur les signes de danger. Donc il faut pouvoir les détecter à temps pour pouvoir la référer s'il le faut. Parce que souvent on peut avoir un retard dans la référence. Parce qu'on n'a pas bien expliqué les signes de danger, on n'a pas expliqué à la patiente l'importance des signes. Donc elle a les signes, elle ne sait pas, elle reste chez elle avec les signes, et quand elle vient, c'est déjà trop tard. Et donc vraiment au centre, comme je vous l'ai dit, c'est le centre de référence régional. Donc les décès chez nous, on les retrouve. Alors que ça a été préparé en périphérie. Parce qu'en périphérie, la femme n'a pas été vue, elle n'est pas venue faire ses CPN. Ou bien peut-être elle a fait des CPN, elle n'a pas eu toute l'information qu'il fallait sur les signes de danger pour qu'elle puisse venir à temps. Et quand elle vient, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc vraiment, une femme qui n'a pas fait de suivi prénatal, les fistules obstétricales, c'est ça. Parce qu'il y a le plan de préparation. Ça veut dire qu'il y a le pronostic de l'accouchement qui se fait au cours des consultations de suivi prénatal. Le pronostic de l'accouchement, c'est de voir qui peut accoucher par voie basse d'elle-même, ou bien qui on doit référer pour faire une césarienne prophylactique. Mais souvent, quand le pronostic de l'accouchement n'est pas fait, elle va venir dans l'urgence avec les complications qui se sont déjà installées. Et donc là, c'est la fatalité, et pour elle, et pour le bébé. Nous voulons les deux en bonne santé, la mère et l'enfant. C'est les deux que nous voulons, pas la mère sans l'enfant, pas l'enfant sans la mère. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, quand il y a un décès, c'est un drame. Pour la famille, c'est un drame dans la famille, dans la société, et même pour toute la nation. Alors que c'est censé être un événement Alors que c'est censé être un événement heureux. Et quand ça se termine par un drame, c'est pas bon. Et nous sommes confrontés au centre, parce que comme c'est le centre de référence, comme je vous l'ai dit, c'est de là qu'arrivent donc les complications et tout. Et nous, l'appel que nous voulons lancer, c'est qu'au niveau donc de la périphérie, que les agents de santé, les personnels de santé qualifiés qui sont au niveau donc de la périphérie, donc fassent de consultations de qualité. Pour celles qui viennent, il faut que les consultations soient faites de qualité. Et pour celles qui ne sont pas venues, qu'il y ait la sensibilisation pour qu'elles puissent venir. Tout dépend aussi de l'accueil et de notre comportement. Parce que notre accueil et notre comportement fera que celles qui sont là feront la publicité, comme on le dit, dans la ville pour que les autres aussi puissent venir.
Mais si on ne reçoit pas bien celles qui sont déjà là, elles ne viendront pas et elles vont inciter les autres aussi à ne pas venir. En matière de constatation prénatale au Niger, on sait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup reste à faire. Docteur, comment faire pour amener les femmes à venir en constatation prénatale? Comment faire pour les motiver? Déjà, comme vous l'avez dit, beaucoup reste à faire. Mais il faut déjà remercier ces femmes-là qui viennent déjà pour le suivi. Remercier ces maris-là qui accompagnent les femmes, parce qu'il y a certains époux qui accompagnent leurs femmes pour le suivi et qui les accompagnent même quand ils ne viennent pas physiquement. Donc à distance, c'est eux qui aident donc, pour la prise en charge donc, des médicaments et autres. Il faut les remercier. Remercier aussi les agents de santé qui, de jour comme de nuit, sont là aussi pour donc, s'occuper donc, de ces femmes-là et de ces nouveau-nés. Mais comme on l'a dit, il faut continuer donc, d'apporter une amélioration. Voilà, parce que jusque-là, on a toujours des décès maternels, on a toujours des décès donc, périnatales et nous devons lutter donc, pour la réduction de cela. Pour cela, il faut vraiment mettre l'accent sur la communication. La communication est le maître mot pour pouvoir sensibiliser les femmes et sensibiliser aussi toute la société, hein, les maris et autres, sur l'importance de ce suivi prénatal qui est un des piliers pour la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. Et aussi, revenir vers nous, les agents de santé, je reviens, pour que nous puissions changer nos comportements, pour pouvoir amener donc ces femmes-là à venir donc faire les consultations. Et aussi, à l'endroit donc des femmes, qu'elles sachent que le suivi prénatal est vraiment, le suivi prénatal est très important pour pouvoir donc, une grossesse que tu mènes à 9 mois, tu mérites à la fin que tu puisses donc sortir avec le sourire, avec ton bébé donc dans tes mains. Et donc, qu'elles viennent, qu'elles ne soient pas réticentes, qu'elles viennent donc régulièrement, donc quand on leur donne un rendez-vous, qu'elles respectent donc le rendez-vous. Et dès qu'il y a un signe de danger, qu'elles ne disent pas non, je reste, ça va passer. Il faut qu'elles s'amènent au centre de santé pour pouvoir avoir donc la prise en charge. Merci docteur. Madame, comment faire pour améliorer la situation selon vous? C'est comme ce qu'a dit docteur Zelika. C'est toujours concernant le mari. Donc il y a des maris qui accompagnent leurs femmes, il y a de braves maris qui accompagnent leurs femmes, qui suivent leurs femmes à la maison. Il y a des femmes qui n'ont même pas, qui ne prennent pas les comprimés. C'est à force, c'est les maris qui vont les obliger à prendre. Vraiment, on les félicite. Et encore, concernant la sensibilisation aussi, il faut qu'on renforce la sensibilisation avec les ONG qui nous appuient, avec les écoles des maris, donc avec les relais communautaires et autres. Donc vraiment, il faut que ça soit un acquis pour nous. Et aussi pour les agents de santé, de réinstaurer l'éducation pour la santé dans leur programme. Parce que maintenant, c'est ce qui ne se faisait plus maintenant. Rares des centres de santé qui font les consultations, l'éducation pour la santé. Donc de réinstaurer ça dans la consultation. Donc ça va permettre aux maris d'entendre. Il y a des femmes, même quand on fait, le matin quand on fait les consultations et l'éducation pour la santé, il y a des femmes qui enregistrent ça pour aller faire écouter ça à leurs épouses. Époux. Donc vraiment d'essayer de restaurer ça. Et aussi je tire l'oreille des agents de santé sur l'assiduité aussi. Des fois c'est ça même qui décourage les femmes. Tu viens tôt le matin depuis 7h, 6h30, 7h, 8h, 7h30, tu viens au centre de santé et l'agent de santé, c'est vers 9h passé que l'agent va se rendre au niveau du centre. C'est décourageant. C'est très décourageant. Des fois, c'est ça même qui décourage les femmes à venir en consultation. Donc vraiment, quand on arrive à résoudre ce genre de problème, je pense que vraiment, tout sera réglé. Et Inch'Allah, on aura le taux souhaité, Inch'Allah. Tout va s'arranger et tout va se mettre dans l'ordre. Merci beaucoup. Madame. Alors, merci.
Je pense qu'il y a un aspect très important que le docteur a commencé à souligner tout à l'heure. Cet aspect d'assiduité des agents de santé, il est très important. Mais au-delà, il faut aussi avoir un autre système, là où si les femmes, parce que pratiquement toutes les femmes viennent de la matinée pour les consultations prénatales, de faire en sorte que d'autres qui ne peuvent pas venir le matin, de venir de l'après-midi pour recevoir les consultations. Ce qui permettrait à ceux qui, si elles ont d'autres préoccupations dans les matinées, déjà il y a un autre système qui peut leur permettre de venir les après-midi pour recevoir les contacts, les consultations, excusez-moi. Aussi, comme je le disais, dans les centres que je fréquentais, vraiment les agents de santé sont assidus. Il y a cette communication entre les sages-femmes et les femmes enceintes pour vraiment leur expliquer voilà l'importance. Donc il faudrait que les autres centres qui ne font pas ça puissent vraiment aussi adopter ce genre de comportement pour pouvoir faire en sorte que... Parce que vous savez, surtout les femmes qui ont la grossesse pour la première fois, les prémices, c'est ce qu'on les appelle. Oui, voilà. C'est qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Tu n'as jamais été enceinte. Maintenant, c'est peut-être d'autres femmes qui vont raconter. Ce qui est certain, c'est que quand on vient pour les consultations, il y a toujours des témoignages entre femmes. On parle beaucoup et que certains vont passer des communications erronées qui ne sont pas ça. Les symptômes ne sont pas les mêmes en réalité. Ils ne sont pas le même en fonction des gens. L'organisme n'est pas le même. Et que quand tu reçois ce genre des informations, c'est que d'avance, peut-être tu vas paniquer, tu as peur ou quelque chose comme ça. Il faut que les agents de santé comprennent que ces femmes-là qui ont ces grossesses pour la première fois, elles n'ont pas ces informations. Il peut y arriver qu'elles posent même des questions qu'elles vont trouver, peut-être des questions bêtes, excusez-moi, ou bien des questions déplacées. Ou dire, normalement, elles devront connaître ça. Non. Elles ne connaissent pas. C'est la première fois. Elles n'ont pas ces informations. Donc, il faudrait aussi les écouter pour vraiment leur donner ces informations. Il n'y a pas de tabou. Qui sont juste, il n'y a pas de tabou pour qu'elles comprennent que oui, s'il y a ça, c'est que c'est ça. Même s'il y a des préjugés autour de cela, non, moi, ma sage-femme m'a dit que c'est cela, c'est comme ça que ça se passe et ça va être bien. Maintenant, ce qui est très important, c'est que les femmes doivent avoir une activité génératrice de revenus à exercer. Il y a cette question... on l'a évoqué, on donne des examens à faire, les femmes ne font pas. Ou bien elles disent les maris n'ont pas donné l'argent. Je pense que si la femme est indépendante aussi financièrement, elle peut avoir, même épauler les maris, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est un soutien aussi qu'elle peut apporter dans ce sens-là pour faire ces consultations et que ça ne peut pas causer des problèmes. Ou même si les maris ne peuvent pas couvrir la totalité des frais, elle peut aussi participer à cela et faire en sorte de sauver le foyer. La dernière chose, vraiment, c'est aussi changer le comportement des femmes. Excusez-moi, les femmes, je pense que c'est l'occasion de le dire. Il y a des femmes qui profitent des consultations prénatales pour dire au mari, pour facturer les maris. On dit, voilà, ça coûte tel montant, et la femme va augmenter. Elle rajoute de l'argent pour dire au mari, c'est tel montant qu'on a dit. Et si le mari ne donne pas, c'est que c'est un problème, ou bien elle va dire qu'elle ne vient pas au centre. Et ça, ce n'est pas bien. Il faudrait aussi qu'on les accompagne dans ce sens-là pour vraiment aussi qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous permettent de venir au centre de santé. Merci vraiment aux agents de santé et à ces jeunes à ces sages-femmes du centre que j'ai fréquenté. Vraiment, elles font de très bon travail. Je pense que c'est très important aussi de les souligner et de vraiment les remercier pour continuer dans ce sens-là. Alors, merci beaucoup. Merci à vous toutes d'avoir participé à ce débat. C'est ici que prend fin ce forum du studio Kalangu qui a porté sur le thème importance de la consultation prénatale sur la santé de la mère et du futur bébé que nous avons discuté avec, en compagnie de Dr Lankonde Salfou Zelika, gynécologue obstétricienne au centre de santé mère-enfant de Zender, Madame Sadek Nana Hawa, sage-femme à la Caisse nationale de sécurité sociale, et Madame Nassirou Sena, plus jeune femme au foyer. Ce qu'il faut retenir de ce forum est qu'en matière de consultation prénatale au Niger, beaucoup reste à faire, alors que
elle constitue une étape importante pendant la grossesse. Les femmes doivent bien suivre leur constatation afin que leur grossesse puisse évoluer normalement et avoir des enfants en bon état de santé à la naissance. L'accent doit être surtout mis sur la sensibilisation afin d'atteindre cet objectif de 0 décès maternel au Niger. Au revoir et à la prochaine pour un autre numéro.